Nous l'appellerons honorable Eutim Khessou, puisqu'il est le suppléant du non moins honorable Éric Rondeté, député Les Démocrates dans la 5e circonscription électorale. Il est également le coordonnateur du Parti Les Démocrates dans la commune de Tofo, c'est dans l'Atlantique. Il intervient ici dans nos locaux sur ce plateau d'Iroko Média TV S-Qualité. Vous l'avez compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur Point d'ombre, l'émission qui vous transporte au-delà de l'actualité. Honorable Eutim Khessou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'honneur que vous nous faites de répondre à notre appel. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir invité, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de jouer ce rôle. La presse au Bénin aujourd'hui, nous savons ce qu'elle est devenue. Et je vous encourage. Merci. Merci pour l'initiative et que Dieu vous accompagne. Honorable Eutim Khessou, dites-nous, l'année dernière, à une voix près, le Parti Les Démocrates a dit non, a voté contre le budget de l'État gestion 2024. Et là, bis repetita, nous sommes en 2024, on parle du budget de l'année 2025 et les députés du Parti Les Démocrates, cette fois-ci, eux tous, les 28, ont encore dit non au projet de budget de l'État qui, rappelons-le, est quand même adopté puisque avec 0 abstention et 81 voix pour, les voix du parti UPR et du parti Bloc républicain BR, donc le budget est voté, le projet est adopté. Mais pourquoi les démocrates continuent de dire non au projet de budget de l'État? Est-ce une posture politico-politicienne ou y a-t-il réellement des raisons objectives? Merci, monsieur le journaliste. Bon, je voudrais vous demander, est-ce qu'il existe une posture politico-politicienne? C'est à vous de l'infirmer ou de le confirmer hein, dans vos propos. Bon, à mon avis, soit vous êtes pour, soit vous n'êtes pas. Ça, c'est la logique. Oui. La posture politico-politicienne peut-être s'observe du côté de ceux-là qui se disent de la mouvance présidentielle, que je ne voudrais pas nommer, qui à un moment donné se retrouvent opposants, parce qu'on a des choses à se partager. Et à un moment donné, lorsqu'il s'agit maintenant de l'intérêt général, on se retrouve mouvancier et on dit, bon là, nous sommes mouvanciers. Ouais, bon. Alors, si j'essaie de comprendre ce que vous nous dites, vous voulez dire qu'il y a quand même des moments où, entre députés de la mouvance comme de l'opposition, on s'entend. Mais c'est un peu comme quand, bon, on va en reparler, c'est vrai, mais c'est un peu comme quand, pour l'audit du fichier électoral, vous sollicitez leur adhésion, vous sollicitez que leur accompagnement. S'il y a des questions sur lesquelles vous vous entendez, cela n'empêche pas quand même qu'après, chacun reste dans sa ligne de défense. On ne vous fait pas de procès d'intention de ne pas voter pour le budget de l'État, mais on veut juste comprendre les réelles motivations qui peuvent justifier. Parce que tenez, ce budget, on nous parle quand même de près de 41% hein, d'action sociale dans ce budget. Est-ce que vous allez démentir cela, par exemple? Permettez-moi de partir d'un exemple terre à terre. Oui. Qui pourra justifier, et qui justifie d'ailleurs la position du Parti Les Démocrates. Le seul parti aujourd'hui qui se réclame du côté de la grande masse. Cher ami, en 2016, oui, l'huile de cuisson au Bénin, le bidon de 25, était à 13 500 francs. Oui. Aujourd'hui, c'est à 40 000 francs. Mais là c'est la conjoncture. Hein. Pas au Bénin seul. Voilà, lorsque vous parlez de conjoncture, allez à côté, là, au Niger. Oui. Lui n'est pas à 40 000, le bidon est 25. C'est à combien? C'est pas à moi de vous le dire, vous êtes des journalistes, mais allez investiguer et vous pouvez faire la comparaison. Chaque pays a ses gouvernants. Et ce sont ces gouvernants-là qui décident d'agir sur les phénomènes, les situations qui pourraient rendre la vie difficile au peuple, afin de leur permettre de mieux vivre et de mieux affronter les difficultés. Dans un pays où les ministres vivent, les députés,
les DG sont bien lotis, sont bien payés, où le peuple est obligé, le pauvre cultivateur est obligé d'aller payer l'huile à 2000 francs presque le litre avant de préparer à manger. Vous dites qu'on applaudit simplement, qu'on accompagne tel un épigone le budget de l'État. Maintenant, la vie est chère. Et quand on ne constate pas que le pouvoir manifeste cette volonté d'accompagner le peuple, on ne peut pas accompagner son budget. On ne peut pas voter pour son budget. Je laisse cet exemple. Regardez, aujourd'hui, tout le monde sait au Bénin qu'il y a des enseignants qui s'appellent AME. Si vous me dites que bon, c'est la conjoncture qui explique la cherté de la vie, oui. Dites-moi si le pouvoir talent n'a pas les moyens de redonner vie à l'école béninoise. Oui. En reversant ces enseignants sur qui est basée aujourd'hui l'école béninoise, le secteur public. Parce que je sais que le secteur privé existe. Je sais qu'ils sont conscients qu'il y a certains qui ont les moyens qui pourront aller payer plus de millions pour leurs enfants, même à partir de la maternelle. Et on les a créé des complexes d'un lycée. Je ne veux pas savoir là où c'est. Mais pour ce secteur public, qui émane directement de l'État central, est-ce qu'on ne peut pas apaiser ces enseignants, leur dire, bon, allez en classe de façon gaie, en les reversant. Mais comme ce n'est pas écrit, noir sur blanc, dans le projet de budget, ne demandez pas aux députés qui appartiennent à la grande masse d'accompagner ce budget-là. Les AME attendent le reversement pour mieux se donner au travail. Si vous voulez, je vais partager avec vous-même des audios, des amis, des camarades AME qui m'ont appelé, qui m'ont fait des audios. Nous avons lu, en ce qui concerne le primaire, quelque chose, une ligne qui parle du reversement. Et ça dit qu'au secondaire, on ne veut pas nous reverser, on veut reverser le primaire parce que peut-être le ministre de l'enseignement primaire est le président des 3 ordres d'une commission en griffe. Je leur ai dit, c'est de l'illusion. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Des gens ont appelé les députés de la mouvance présidentielle et leur ont demandé de nous aider, d'aider les enseignants, de les reverser. Ils disent, ils ne pourront rien dire. C'est grave. Lorsque vous avez toutes ces informations, vous avez toutes ces données, vous ne ferez que jeter ce budget-là. L'une ne s'oppose à un pouvoir par méchanceté, par haine, par voie de fait. Il y a des données qui l'expliquent. Lorsque c'est bon, on accompagne. Mais lorsque c'est mauvais, mais on dit non. Le Parti des démocrates a rejeté ce budget-là d'ordre de 3151 milliards de francs CFA environ. Oui. Pour des raisons terre à terre. Regardez l'électricité aujourd'hui au Bénin, le délestage. Avant-hier et hier, nous sommes restés comment? Peut-être que d'ici quelques minutes, on va nous arracher le courant. Mais c'est dommage, alors qu'on nous a promis dans ce pays vendre le courant à la Chine. Ou bien? Ah oui, et ce n'est pas encore... le contraire n'a pas encore été dit officiellement non plus. Et vous me direz que ce n'est pas trop tard. Voilà. Mais si en plus de 8 années de gestion du pouvoir, on continue d'observer le délestage du matin jusqu'au soir au Bénin, est-ce à dire qu'il aura du miracle? Non. Le pouvoir s'écarte des priorités et c'est ce qui le préoccupe. Et nous ne pourrons pas lui demander de faire autrement. Donc il y a plusieurs raisons qui justifient le rejet du budget. Vous avez la santé, le cas des dialysés, regardez. Moi je lis et on dit que bon, les dialysés, ce qui est prévu, c'est pour les fonctionnaires. Bon, expliquez, parce que les fonctionnaires, ceux qui travaillent, ceux qui ont le matricule. Eux, ils ont la prise en charge. Ils ont la prise en charge. Donc, on veut se baser sur cela pour les accompagner. Et les autres? Mais en plus de cela, les produits liés, les produits à exporter qui sont liés à la dialyse sont désormais subventionnés. Mais qu'est-ce que vous parlez de la TVA? Mais qu'est-ce que vous parlez de subvention? Qu'est-ce que vous mettez dans subvention? On dit l'enfant de la pauvre dame commerçante au bord de la rue, dans un marché. Mais si ils ont quel moyen pour supporter une charge afférente
a une maladie de dialyse. Mais dites-le moi. Moi, j'ai perdu, moi qui vous parle, j'ai la photo avec moi. J'ai perdu une nièce à l'orée des examens. À l'orée des examens du BPC, elle était en 3e. Si vous voulez, je cite le nom du collège. Vous voulez, je cite? Bon, allez-y. Au sujet fort. Oui. Au sujet fort. Et c'était l'insuffisance rénale? C'était l'insuffisance rénale. Ils ont tout fait, ils étaient fatigués. Les messages sont avec moi. Mais tonton, on est fatigué, on n'a plus d'argent. Lorsqu'on va faire l'opération une fois, elle se retrouve. On fait comment? Tu fais tout, tu envoies l'argent, on fait l'opération. Quelques jours après, le jour, j'allais même distribuer des kits d'examen dans le collège. Le matin, on me dit que la fille est morte. Une jeune fille. Mais, faute de moyens. Si les parents avaient les moyens, elle serait là, non? C'est ça. Donc, quand on parle de dialyse, on parle d'argent. À une objectivité, non, c'est mauvais. Ça ne se fait pas. La santé, la vie, ça fait partie des priorités de l'ODD. Les objectifs du développement durable. Oui. Honorable Etim Kressou, on vous aura compris et nous allons retenir que les députés, les démocrates ont rejeté le projet de budget de l'État gestion 2025 parce qu'ils rejettent en fait d'emblée toute la gouvernance, tout ce qui se fait dans le pays en termes d'efforts de développement, en termes d'efforts pour les démocrates, il n'y a rien de potable. C'est ce qu'on retient. Du tout pas. Du tout pas. Les démocrates n'ont jamais dit qu'il n'y a rien de potable. Ok. Mais les démocrates veulent que la gouvernance soit pertinente. Qu'elle s'améliore. Qu'elle s'améliore. Que nous sommes à une ère où la gouvernance doit être participative. Qu'on se sépare des préjugés politiques. Qu'est-ce qui voudra dire que les 81 là sont les plus intelligents? Non. Mais permettez qu'on vous dise ce qu'il faut faire pour le mieux de tout le monde. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce Bénin aujourd'hui sans l'éducation? Dites-le moi. Oui. Qu'est-ce que nous pourrons faire dans ce Bénin aujourd'hui sans l'éducation? Pas tout le monde. La clé du développement, c'est l'éducation. Mais lorsque vous clochardisez le système éducatif en traitant des enseignants d'AME qui ne savent même pas s'ils seront reversés un jour, qui ne savent même pas s'ils auront droit à la retraite, alors que la moyenne c'est 40 ans, avec les dispositions législatives aujourd'hui qui disent qu'à 60 ans, tu iras à la retraite. Et nous savons que si vous n'avez pas eu la chance de faire 15 années, vous ne pourrez pas jouir du mot retraite. Et ils sont là-dedans, 40 ans, 42, 45. Vous les exploitez depuis 6 ans environ. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, en classe, devant les enfants? Est-ce qu'ils seront épanouis? Mais lorsque tu es en situation de classe, tu te rappelles que tu n'as pas droit à la retraite. Que peut-être c'est ton apprenant qui vient d'être promu. Parce que toi, tu as commis, tu as la malchance d'être enseignant. Vous avez déjà vécu le temps de la vacation. On vient dire c'est l'aspirana. On vous promet chaque année le reversement. Et c'est devenu une promesse électorale. On est allé sur des plateaux plusieurs fois. On a fait une tournée. On a promis le reversement. Je vous dis, ne serait-ce que pour le reversement, les députés du parti, les démocrates, pourront rejeter ce budget. Honorable Etim Kressou, on vous aura compris. Parlons à présent de l'audit du fichier électoral. Depuis quelques semaines, la coalition des forces politiques de l'opposition, dont le parti Les Démocrates est quand même le leader, on va le dire comme ça, cette coalition-là a initié des consultations. Les partis de la mouvance ont été rencontrés, le garde des Sceaux d'abord en premier, après les partis de la mouvance, la société civile. Et à l'étape actuelle, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette initiative-là? Puisque nous avons quand même noté que les partis de la mouvance, notamment l'UPR, le BR, ont refusé de s'associer à l'initiative. Monsieur le journaliste, vous voyez de façon d'emblée l'expression de la mauvaise foi venant des deux partis du chef de l'État.
Je dis bien venant des deux parties du chef de l'État, parce qu'ils dépendent tous du chef de l'État. C'est une mauvaise chose. Évidemment, ils soutiennent l'action du gouvernement. Maintenant, est-ce qu'il faut soutenir l'action du gouvernement les yeux fermés? Est-ce qu'il faut compromettre la paix dans notre pays? Moi, j'ai connu le système électoral en une période où tu me suivais, je te surveille. En une période où tout était archaïque, mais tout allait bien. On votait sous l'arbre. On faisait la liste au vu au-dessus de tout le monde. Les chefs quartiers sont là et témoignent de l'existence de tel ou tel dans le milieu. Mais aujourd'hui, le monde a évolué et nous voulons passer à la digitalisation des choses, du système électoral. Oui. Mais est-ce pour cela qu'il faut dire qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe? Qu'on ne peut pas vérifier si ce qui est là est bon? Surtout que celui qui est en charge du fichier n'est pas du pays, entre griffes. À ce propos, il a été remplacé. Bon, on ne sait pas. Il a été remplacé. On nous a dit, vous nous avez dit, c'est la presse, vous nous avez dit qu'il a été remplacé une nuit. Quelques jours plus tard, on dit non, il n'a pas été remplacé et tout est comme ça. Et c'est le pays dans lequel nous sommes. Tout est confus. Personne ne peut dire avec exactitude ce qui se passe. Et si tu veux parler sans pour autant te faire inquiéter, bon, il faut rester dans le conditionnel. Je ne pourrais pas dire avec exactitude aujourd'hui celui qui gère le fichier national de l'état civil béninois. Est-ce le Rwandais? Est-ce un Béninois? Je ne sais pas. Maintenant, là n'est pas le débat. Où est le crime lorsque qu'un parti décide de faire auditer le fichier électoral et que des partis soutenant l'action du gouvernement se refusent de le faire? Encore que le gouvernement, à travers la voix du chef de l'État et même du garde des Sceaux, est partant pour mais je me demande que le ministre, le porte-parole du gouvernement a encore confirmé. Voilà, c'est là il y a quelque chose qui me dérange. Je me demande, est-ce que le chef dit autre chose et demande à ses problèmes de faire autre chose? Je me pose la question. Parce que le 27 novembre, si je ne me trompe pas, hein, le président de la République disait, je suis partant. Si vous n'avez pas les moyens, je vais vous mettre les moyens à disposition. Ou bien... 27 novembre 2023. 27 novembre 2023. Oui. Ou bien... Oui. Mais, en réalité, si ces poulains, ces partis qui le soutiennent, étaient dans la même dynamique que lui, mais ils devraient, dans une logique scientifique cartésienne, dire simplement, nous sommes partants parce que le chef a donné sa parole. Ou bien... Effectivement, c'est pas faux de le dire comme ça. Hein? C'est pas faux. Ou bien, oui. Maintenant, on vous demande, c'est comme quelqu'un à qui on dit, mais il y a quoi dans ta bouche? Il dit, il n'y a rien. Ouvre ta bouche, il dit non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le Parti Les Démocrates, en faisant ce périple de consultation, je voudrais dire des forces vives du pays, des forces politiques associées aux forces vives du pays, la société civile, tous ceux que vous connaissez, vous voyez déjà, est en train de montrer le bon exemple. Que la gestion doit être participative. C'est parce que nous avons décidé, nous avons suggéré, le chef a donné sa parole, que nous allons rester maintenant les bras croisés et nous irons le voir pour dire, bon, remettons les moyens pour le faire. Non. C'est la chose de tout le monde. Et c'est l'exemple que nous sommes en train de donner. Nous sommes en train de dire comme ça au chef et à ses acolytes que ce qui concerne le pays doit être fait par tout le pays. L'audit doit être fait par tout le monde. Et si ces partis, l'UPR, le BR, ou bien d'autres affidés, ne veulent pas s'associer à l'initiative, la société civile est d'accord. Le ministre de la Justice est d'accord. Il y a d'autres forces vives qui sont d'accord. Nous allons faire le périple et attendre que le chef mette les moyens à disposition. C'est une façon pour nous aussi de tester la bonne foi du chef. Une fois encore, pour voir si il va honorer à sa promesse. La parole d'État est sacrée. Donc, on attend de voir. Je suppose, comme vous, que le chef de l'État est bien au courant de tout ceci et que ce projet d'audit du fichier électoral va se faire
pour que, bon, on puisse voir clair avant les élections générales de 2026, gage de paix et de non-violence, un peu comme quelques organisations syndicales l'ont souhaité d'ailleurs au cours de la semaine. Alors, honorable Tim Pressou, parlons à présent de l'actualité brûlante du moment. Le chef de l'État, Patrice Talon, lors du dernier Conseil des ministres, je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 13 décembre 2023, 2024, autant pour moi. Le 11, mercredi dernier, donc, le chef de l'État a procédé à la nomination d'un collège de ministres conseillers. L'idée était annoncée depuis le début de l'année. Certains ont peut-être cru que c'était abandonné. Et là, nous tendons vers la fin de l'année et la liste est sortie. On y retrouve des présidents carrément de partis politiques soutenant l'action gouvernementale. On y retrouve d'anciens députés. On y retrouve des sympathisants, des membres actifs, peu ou prou, de plusieurs chapelles politiques soutenant toujours l'action du gouvernement. Et le chef de l'État ne s'en est pas caché. Il s'agit de missions politiques, purement politiques, qui sont assignées donc à ces conseillers ministres-là. Dites-nous, pour vous, dans votre position, est-ce quand même une innovation? Parce qu'on n'a jamais entendu parler de ministre conseiller au Bénin. En tout cas, pas un chef d'État qui nomme des ministres conseillers. N'est-ce pas là une innovation, ou pensez-vous plutôt que le président Talon s'est transformé en Père Noël et a voulu distribuer un peu de cadeaux à ses soutiens? Oh, monsieur le journaliste, lorsque il avait annoncé, j'ai commencé par fouiller les documents, dans quel pays a-t-on connu de ministre conseil et tout ça. Oui. Et j'avoue que je n'ai pas eu de réponse aussi satisfaisante. Et lorsque la nouvelle est tombée, le mercredi soir, je n'ai fait que rire. Parce que je me suis dit que ceux-ci s'amusent avec le budget de l'État. Ils s'amusent avec nos miettes. Ils s'amusent avec les emprunts. Parce que avouez que notre pays ne cesse d'aller faire des emprunts, et conformément aux dispositions législatives qui permettent au chef de l'État d'aller le faire avant de l'annoncer au Parlement. Donc, il a un boulevard devant lui et il va le faire comme il veut, et pour des fins qu'il veut, pourvu que cela soit protégé par les dispositions législatives, et c'est fini. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, vous reconnaissez quand même qu'il a agi dans le cadre de la loi? Oui, oui, il a agi dans le cadre de la loi. La loi l'y autorise. Mais il est chef de l'État. Il est libre de se faire associer à qui il veut, comme il veut. Mais lui, il n'y a plus aujourd'hui. Il n'y a plus aujourd'hui de nommer des ministres conseillers. Je me suis dit que, bon, puisque, comme les gens disent qu'il est un produit fini du système politique béninois, puisqu'il sait que les Béninois aiment les titres ronflants, et que ceux-là, lorsqu'on va les appeler peut-être ministres conseillers, ils seront contents et qu'ils auront des véhicules de commandement, peut-être avec un petit cabinet, ils seront contents, ils seront moins frustrés. Donc, il faut les mettre dedans. Hier, au boulot, un ami me disait, ce monsieur-là, il vient de faire son équipe de campagne. Il dit, ah bon, c'est toi qui le dis. Il dit, ah oui. Il était mené un travail. Il m'a dit, c'est une équipe de campagne. Selon certains. Selon d'autres, c'est une façon de contenter ceux-là qui devraient être sur la liste pour les législatives dernières et qui n'ont pas pu l'être. C'est aussi une façon de dire, toi que nous avons estipé de l'Assemblée nationale et que peut-être tu serais mécontent, viens rester ici, calme-toi. C'est aussi une autre façon peut-être de contrôler ceux-là qui sont libres et qui pourront lui mettre les bâtons dans les roues. L'un mis dans l'autre, c'est un non-événement. Un non-événement. Un non-événement. Les Béninois,
sont indifférents à tout ce qui se passe. On sait qu'il a le pouvoir, il exerce le pouvoir comme il veut, et que, bon, pour lui, le peuple se résume en ces 81 députés qui l'accompagnent, et c'est fini. Nous sommes dans un pays de loi où, lorsque on prend une loi, on dit, bon, voilà, on peut mettre ça dedans, on peut évoluer. On évolue, mais c'est dommage pour notre économie. C'est dommage pour le peuple qui en souffre. C'est dommage pour les emprunts. Moi, j'étais en quatrième quand mon professeur d'histoire-géographie me disait que lorsqu'on va prêter en votre nom, vous allez payer. Votre enfant va payer. Votre arrière-petit-enfant va payer. Tout ce qu'on est en train de faire, on va prendre de l'argent en notre nom, alors que le port est en souffrance, avec la crise d'à côté, tout cela. C'est nous qui allons payer d'une manière ou d'une autre, que tu sois de la mouvance ou de l'opposition. Bref, ces ministres conseillers, je ne vois pas en quoi ils voudront conseiller le chef de l'État. S'ils ont des missions politiques. Mais on aurait pu aller chercher des jeunes, des domaines, on dit conseiller le chef de l'État, politiquement. Des gens du domaine. Quelqu'un qui ne connaît rien de la santé, on va faire de lui ministre conseiller de la santé. Quelqu'un qui ne connaît rien de la sécurité, alors que nous avons des généraux, plein de généraux qui pèsent sur l'État, plein de généraux qui sont au rang de ministres, qui perçoivent des salaires, qui sont là. Mais il faut les mettre en activité ou bien. Hein? Nous avons des spécialistes de la santé, des professeurs agrégés de la FSS qui sont à la maison, qui vont percevoir presque toutes les fins de mois. Mais il faut les utiliser. Mais on les laisse. On va chercher, comme vous l'aviez dit, des responsables de partis politiques, des acteurs politiques. Je vois des noms, j'en ris même. Je dis, mais qu'est-ce qu'il peut apporter? Mais rien. Mais puisque c'est la politique, et lui-même il a dit qu'il ne peut pas laisser un partisan aller chercher une autre personne. Il a voulu satisfaire ses partisans. Mais pour ma part, c'est une façon simplement de contenter des partisans mécontents entre-temps et capables de le trahir et de leur dire « taisez-vous, je ne vous ai pas oublié ». On l'aura compris. Honorable Tim Khessou, nous allons faire un tour au niveau de l'actualité internationale. Le président ghanéen, l'ex-président ghanéen John Dramani Mahama s'est fait réélire tout dernièrement aux élections présidentielles du Ghana. Il avait été président du pays entre 2012-2017 environ, et là il revient à nouveau comme président, ce qui est une première déjà dans le pays, au Ghana là-bas. Vous êtes du parti Les Démocrates, dont le président d'honneur, c'est le président Thomas Boni Yayi, qui, jusqu'à aujourd'hui, quand il fait ses apparitions publiques, donne l'impression d'aimer bien, enfin, de continuer à aimer les bains de foule, de continuer à... enfin, il donne l'impression d'être peut-être nostalgique de ce temps où il était président de la République. Alors, est-ce que Thomas Boni Yayi, pour vous qui êtes forcément proche de lui d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il n'aurait pas bien aimé être ghanéen? Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que la nostalgie est humaine? Oui. La nostalgie est humaine. C'est un sentiment humain. C'est un sentiment. Et je ne voudrais pas me lancer dans une comparaison puérile. Je ne voudrais pas dire que, bon, si on était au Ghana, bon, il est fort probable que le président Boni Yayi soit président de la République. Non. Non. Le président Boni Yayi, il a ses qualités et ses défauts. Et l'une de ses qualités, c'est qu'il ne s'accroche pas au pouvoir. Nous avons connu un ancien président ici dans ce pays, qui après la présidentielle s'est retrouvé conseiller municipal et après maire. Ou bien, oui. C'est pour vous dire que le président Boni Yayi aurait pu décider d'aller aux élections dernières et serait aujourd'hui député. Ou bien, soit à Cotonou ici, soit à Chaourou, bien soit à Parakou. Ou bien, c'est la preuve que l'homme n'est pas accroché au pouvoir. Mais on ne peut en aucun cas lui interdire le droit
d'animer la vie politique en tant qu'acteur politique. L'un des premiers acteurs politiques de ce pays, parce que le président de la République est l'homme par excellence politique au-delà de tous les autres. L'acteur politique par excellence. Le numéro 1. Oui. Il a été durant 10 ans. Oui. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ceux qui croient que, bon, parce qu'il a été président durant 10 ans, il devrait aller s'asseoir, croiser les bras et observer. Et quand on a besoin de lui, on irait le voir à la maison. Non. Et l'élection de Dramani vient de prouver une fois encore que lorsque vous finissez, que vous voyez que bon, il y a des choses que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas pu faire, vous pourriez encore continuer par faire la lutte. Et si la Constitution vous permet. Si la Constitution vous permettait. Est-ce que vous voyez? Oui. Et la Constitution permet au président Boni Yayi d'animer la vie politique. C'est ce qui fait de lui aujourd'hui le président du parti. Il était d'abord président d'honneur, aujourd'hui président du parti Les Démocrates. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Non, ce n'est pas un crime. Maintenant, venons au cas. Le Ghana et le Bénin n'ont pas la même constitution. Évidemment. Donc, nous avons des dispositions constitutionnelles ici qui définissent comment est-ce que un individu peut candidater aux élections présidentielles et dans quelle modalité. Et si nous allons parler de critères d'âge, le président Boni Yayi, si je ne me trompe pas, aujourd'hui à 72 ans, il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Et les dispositions constitutionnelles, avant même l'arrivée au pouvoir du président Talon, disent que après 72 ans, 70 ans de moins, je crois, on ne pourrait pas être, 70 ans. après 70 ans, on ne pourrait pas être candidat. Oui. Mais le président, Patrice Talon est venu corser cette disposition constitutionnelle, effectivement, à travers le code électoral, qui dit désormais quoi? Que nul ne peut être président plus de 2 fois dans sa vie. Et le président Boni Yayi a été déjà 2 fois président de la République. Oui. Ou bien, oui. Nous avons aujourd'hui 2 anciens présidents vivants et un président en exercice. Oui. Le seul ancien président a fait une seule fois et il est frappé par le critère d'âge. Il ne sera plus candidat. Boni Yayi aussi ne sera plus candidat l'un ou dans l'autre. Oui. Le président qui est là aussi en train de finir ces 2 fois-là. Oui. Donc, logiquement, le président Boni Yayi ne peut jamais être candidat et prétendre être encore président de la République. Mais au-delà de cela, de vous à moi, oui. de vous à moi, oui. Lorsque nous faisons l'analyse de la situation politique au Bénin, et nous faisons une rétrospection dans les années 2019, oui. Un ancien président qui a été gardé en résidence surveillée durant 52 jours, si la Constitution lui permettait de se faire candidater encore, est-ce que le système qui est là, pensez-vous que ce système-là lui faciliterait la tâche pour qu'il se fasse élire? Oui, mais est-ce qu'on va lui permettre au moins même d'être candidat d'abord avant que le peuple ne se prononce sur son éligibilité ou pas? Moi, j'en doute fort. Il y a beaucoup de paramètres qui montrent que le Ghana, c'est un autre pays avec ses réalités politiques. Et le Bénin, d'aujourd'hui, oui. de 2016 à aujourd'hui, est devenu un autre pays avec ses réalités politiques. Connaissant le système qui est là, avec tout ce que nous voyons, les gens ont dit 5 ans, c'est 5 ans. Ça leur a coûté ce que vous savez. Tout ça. Et quelqu'un qui a été ancien président et qu'on a eu l'outrepudence de le garder en résidence surveillée durant 52 jours, on va accepter qu'il soit candidat et qu'on lui remette encore le pouvoir. Sans doute. Honorable Eti Bressou, nous avons bien voulu vous taquiner un peu, vous titiller un peu par cette question. C'est vrai que le Bénin et le Ghana, ce n'est pas du tout la même chose. Et voilà, nous vous souhaitons de passer une bonne suite de journée. Pareil aussi à vous, chers amis internautes, chers fidèles abonnés d'Iroko Media TV. C'était Point d'ombre.
C'était le numéro 2, l'émission qui vous transporte au-delà de l'actualité. Merci.